Madame, Monsieur, chers amis, bonjour, bienvenue dans ce magnifique studio des Échos et du Parisien qui organise cette seconde édition des Inclusive Talks. Ben voilà, je perds mon anglais. Certains perdent leur latin, moi je perds mon anglais. Donc, discussion autour de l'inclusion, comme on dit en meilleur français, pour cette troisième table ronde où nous allons évoquer la sensibilisation. Et plus exactement, qui s'intitule « Quand la sensibilisation devient un tremplin au recrutement et au maintien dans l'emploi ». Pour échanger sur ce super thème de la sensibilisation, j'ai l'immense plaisir et l'infime honneur de recevoir 3 super sensibilisatrices. Est-ce qu'on peut dire des mots comme ça? Oui, on peut. On peut. Alors, je vais commencer par présenter Nadja El Migdad, fondatrice de Coachinov. Oui. Très bien. Lubna Melian, ton titre, c'est Leader, Égalité et Pluralité chez OnePoint. Tout à fait. Et Nawal El Aoui, qui est consultante chez OnePoint, et vous nous expliquerez rapidement ce que vous faites. 3 jeunes femmes pour m'accompagner. Je n'ai qu'à bien me tenir. On va parler de sensibilisation. Alors, moi, je suis un être sensible. Il va falloir être tout à fait gentil avec moi. Oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On sensibilise avec gentillesse. Et bienveillance. Très bien. Alors, justement, je me permets un petit peu cette légèreté parce que lorsqu'on parle de handicap, de sensibilisation, de formation, de coaching dans les entreprises, on a souvent de nombreuses thématiques liées à la sensibilisation. On connaît énormément d'outils classiques, les uns comme les autres, depuis des années dans les entreprises. Mais le choix qu'ont fait les équipes des Échos ce matin, c'est de réunir 3 personnalités qui proposent des sensibilisations, j'allais dire, différenciantes. Et c'est pour ça que j'ai souhaité cette petite légèreté entre nous pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que lorsqu'on a préparé cette émission tous les 4, j'ai senti au téléphone qu'on allait pouvoir effectivement prendre ce pas de côté sur la sensibilisation en général et proposer à notre auditoire des formes nouvelles de sensibilisation, de formation et d'implication des salariés dans les entreprises. Parce que les gens qui nous regardent attendent beaucoup de cette séquence. Ils ont l'habitude, comme je le disais, d'avoir des outils et des propositions, des offres de certaines entreprises. Et là, on va essayer comme ça, tous les 4, de proposer quelque chose d'un petit peu innovant. Très bien. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, par un partenaire de la matinée qui s'appelle OnePoint et commencer par... alors, je vais faire comme avec Pascal et avec Véronique ce matin. On se connaît dans la vie privée un petit peu. Donc, on va se tutoyer, chère Lubna. Ça me va, alors. Et je vais t'appeler Lubna. Très bien. Allons-y, alors. Merci beaucoup. Alors, d'abord, est-ce que tu peux te présenter et puis, dans un deuxième temps, nous présenter OnePoint, qui est un des partenaires de l'événement? Alors, donc, je suis Lubna Melian, je suis donc leader égalité pluralité chez OnePoint depuis octobre 2018. Alors, j'ai une particularité, c'est que je viens pas du tout du secteur de l'entreprise privée, je viens du tissu associatif. C'est une volonté de la part justement de OnePoint de traiter ces sujets avec une sensibilité très engagée et très impliquée. Et donc, je suis très fière d'avoir rejoint cette équipe, même si c'est vrai qu'a priori, vu mon
parcours. Mais en même temps, à OnePoint, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de profils très singuliers et c'est ce qui fait toute notre richesse et toute notre force. Et c'est ce qui nous permet justement de proposer une sensibilisation, en tout cas une approche assez innovante, puisque même la structure de notre entreprise est une structure très singulière. Depuis sa création, elle s'est attachée à créer un environnement bienveillant et inclusif, et elle est très innovante en termes de management, d'organisation, et c'est vrai que ça facilite beaucoup l'implication des uns et des autres, puisqu'on est plutôt sur une organisation très horizontale, très transverse, avec 3 échelles de responsabilité. Donc c'est vrai qu'on a un peu cassé tous ces blocages qui peuvent exister, et aujourd'hui c'est très simple et c'est très facile de pouvoir impliquer l'ensemble des collaborateurs sur la mission égalité-pluralité. Alors là, tu nous donnes déjà le déploiement, j'ai envie de dire, de la promesse de WinePoint qui s'appelle Beyond the Obvious. Yes. Donc, on est dans le français ce matin. Et que fait WinePoint ? Que fait WinePoint ? C'est quoi la mission de la boîte ? Alors, à OnePoint, on est à la fois cabinet de conseil et on est à la fois une ESN. Donc, on est à la fois, on accompagne nos clients pour pouvoir mettre en place soit des projets autour d'objets numériques ou de plateformes, mais également sur du management, sur de l'organisation, sur comment justement on essaye d'aller au-delà de l'évidence avec toute l'innovation que ça nécessite, mais aussi tout le mindset et les soft skills que ça nécessite, parce que ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question d'humain. Et c'est vrai que c'est une de nos particularités, c'est que l'humain est au centre de toutes nos préoccupations, qu'elles soient business ou qu'elles soient sociales ou sociétales ou même environnementales. Très bien. Alors, maintenant qu'on sait ce que fait WinePoint, j'ai cru comprendre qu'il y avait une méthode WinePoint. Oui, c'est vrai, il y a une méthode. Il y a une méthode WinePoint pour accompagner les entreprises et surtout accompagner les collaborateurs. Quelle est cette méthode lorsque vous décidez d'organiser une sensibilisation ? Alors, on ne décide pas de l'organiser en réalité, c'est les collaborateurs qui sont à l'initiative. Contrairement à d'autres entreprises, nous n'avons pas d'équipe dédiée. Je suis la seule collaboratrice pour qui c'est l'activité à plein temps. Je ne suis entourée que de collaborateurs impliqués sur la base du volontariat. Donc, c'est eux qui sont force de proposition. C'est eux qui proposent même les thématiques qu'on peut développer, parce que l'inclusion, c'est extrêmement large, même si là, il y a aujourd'hui, c'est la spécificité handicap. Mais chez nous, c'est vraiment pris dans toute sa globalité. Et c'est nos collaborateurs, de par leur sensibilité, de par leur parcours personnel, de par leurs engagements, qui viennent s'impliquer. Plus que s'impliquer, ils proposent, ils structurent, ils organisent et ils mettent en place. C'est ça. Parce que quand je vois... je suis allé un petit peu regarder sur le site internet et je vois More Tech, More Human for Business. Alors, et ce que j'ai compris, c'est que vous expérimentez en interne. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qu'on propose, on l'a expérimenté en interne, mais je pense que Nawel, qui est consultante, pourra mieux l'expliquer. Oui, je lui demanderai tout à l'heure. Ouais, mais c'est vrai que comment conseiller nos clients si nous-mêmes, on ne s'applique pas un certain nombre de règles, si nous-mêmes, on ne cherche pas à aller au-delà de l'évidence, si nous-mêmes, on ne cherche pas à créer cet environnement inclusif et bienveillant. C'est-à-dire qu'on est notre propre laboratoire, et c'est intéressant de pouvoir justement proposer à nos collaborateurs, à travers cette mission égalité-pluralité, de pourquoi pas développer également une offre de business, puisqu'on est de plus en plus sollicité sur ces sujets par les différentes entreprises, puisque la question de la RSE est devenue essentielle. Aujourd'hui, les entreprises ont envie de travailler avec des entreprises éthiques, responsables, qui portent des valeurs fortes, et à un moment, on ne peut pas expliquer à l'extérieur qu'on le fait si nous-mêmes, chez nous, dans nos équipes, on ne le pratique pas au quotidien. Alors, cette expérimentation en interne, elle s'applique de façon assez horizontale. Vous venez de l'expliquer, ça c'est tout à fait clair. Mais j'imagine qu'elle a des
des impacts, des implications sur le management quand même. Vous opérez une transformation des managers? Avec le management, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. L'engagement est pas... les collaborateurs qui sont impliqués n'ont pas de difficulté avec leur manager pour pouvoir le faire. Ce que j'essayais d'expliquer en début d'émission, c'est que vraiment, moi je suis arrivée dans un environnement qui était déjà très ouvert. Ouais. Il y avait déjà une grande sensibilisation sur le sujet, portée par David Layani, qui est donc le président fondateur, et par notre DRH, secrétaire général, qui s'appelle Mathieu Fouquet. Donc moi, je suis arrivée, les choses étaient déjà propices. Le terrain a été favorable pour que justement on puisse construire, au-delà d'être dans le discours, une politique inclusive où les collaborateurs sont source d'innovation et sont source d'inspiration sur le sujet. Moi, je cours après eux en fait. C'est pas eux qui courent après moi, c'est moi qui cours après eux parce que il y a tellement de volontarisme, il y a tellement de dynamisme que aujourd'hui on a 10 groupes de travail, on bosse sur des thématiques comme l'égalité professionnelle femmes-hommes, sur les sujets LGBT, sur la question de l'égalité des chances et de l'éducation, sur comment on accompagne aussi nos collaborateurs qui souhaitent s'engager. Donc on leur balise un peu le chemin sur qu'est-ce que c'est que l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, où est-ce que je peux aller m'engager, c'est quoi le tissu associatif. Donc c'est vraiment, il y a toujours moult propositions. Là par exemple, on est en train de réfléchir à travailler sur la question de la santé et le genre, parce que pendant longtemps, les contraintes biologiques féminines étaient considérées de l'ordre de l'intime. Aujourd'hui, on sait bien que ça a des conséquences sur l'entreprise. Donc, c'est toujours en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que ce qui vaut pour aujourd'hui, demain, il y aura peut-être d'autres thématiques qui vont se développer parce qu'on a un collaborateur qui a une forte sensibilité sur le sujet, qui vient me voir, et puis là, on décide d'essayer de travailler sur la thématique, de la développer avec une méthodologie dont je vous ai parlé, parce qu'on ne fait pas juste que parler. À un moment, il faut construire et il faut élaborer. Et j'ai envie de vous poser une question prosaïque, basique. À quoi ça sert? Vous dites ça à une militante très engagée sur les sujets de l'antiracisme et du féminisme. Moi, c'était une volonté de le faire dans l'entreprise. Alors, moi, c'est une vraie volonté de venir dans l'entreprise. Vraiment, je viens du tissu associatif. Ça fait 20 ans que je suis engagée sur ces sujets-là. Et j'ai toujours considéré que l'entreprise, c'était le lieu où les gens y passaient le plus de temps. Ouais. Et c'est le lieu où on peut avoir le plus d'impact sur ces sujets sociétals. Et je trouve que c'est dans cet endroit, dans ce petit écosystème, qui a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, les entreprises sont ouvertes. Il y a encore 10 ans, un profil comme le mien n'aurait jamais atterri dans une entreprise. Je suis très marquée, très engagée. J'aurais fait peur, j'aurais effrayé. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a une sensibilité, parce qu'on se rend compte que les problèmes qui existent à l'extérieur de l'entreprise, ils ont forcément des conséquences en interne. Et donc, comment on arrive à créer un environnement où tout le monde, où les collaborateurs et l'ensemble des collaboratrices puissent se sentir tout à fait à leur place et être au meilleur de leur potentialité, leur capacité, parce qu'on n'est pas des philanthropes. Le but, c'est de faire du business. Donc, à un moment, il faut aussi pouvoir créer cet environnement où tout le monde se sent suffisamment à l'aise pour créer, pour proposer. Parce que chez nous, il n'y a pas des salariés à OnePod, il y a des entrepreneurs, des gens qui sont force de proposition, que ce soit sur les questions de valeur ou que ce soit sur les questions de business. C'est ça. Donc, finalement, vous donnez des clés à chacun pour monter en compétence ou pour gagner en maturité dans le sujet. Voilà, c'est ça que tu voulais, Charles. Oui, parce que pourquoi on parle de sensibilisation aujourd'hui? On aurait pu tout de suite aller dans le vif du sujet et dire, on forme. Je pense que la sensibilisation, c'est l'étape 1. À un moment, s'il n'y a pas de maturité sur le sujet, vous pouvez former, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va passer à côté. Et surtout, on essaye à chaque fois d'impliquer le collaborateur. C'est-à-dire que quand on met en place une initiative, on essaye de réfléchir en se disant, mais comment on peut le mettre à la place de l'autre, parce que c'est pas facile de parler de sujets dont on n'est pas concerné directement, et comment on crée cette empathie et cette pas solidarité, mais en tout cas cette fraternité sur ces sujets qui sont vécus différemment selon nos parcours, nos histoires personnelles. D'accord. Donc les collaborateurs et collaboratrices. Et collaboratrices, oui. Je suis désolé. Non, je rigole. C'est une règle de grammaire très ancienne. Mais je suis un vieux monsieur. Les collaborateurs et les collaboratrices deviennent des experts du sujet. C'est ça que je dois retenir de cet exposé. Très bien. Merci beaucoup pour l'instant. Je me retourne immédiatement. Nouvelle experte sur le sujet. Voilà. Vers vous, Nawal.
donc on reste chez OnePoint. Lubna vient de nous expliquer la méthode, les principes, mais vous avez une expertise, notamment sur le handicap. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment on aborde le handicap chez OnePoint ? C'est une belle question. Moi, je suis arrivée chez OnePoint il y a 2 ans. Je suis arrivée avec une histoire, une particularité. Je suis arrivée avec un engagement qui remonte à plus de 13 ans. Et mon objectif, en arrivant, c'était d'être consultante en conduite du changement et coach. Voilà, c'est pas plus que ça. Mais en rencontrant Lubna, Mathieu et David, et surtout les collaborateurs de OnePoint, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie recherche de sens et un vrai sens d'entrepreneuriat. On s'est rendu compte finalement que la méthode OnePoint, qui est basée sur la co-construction et l'implication et la responsabilisation de chacun des acteurs internes et externes, c'est vraiment celle qui donne du résultat. Voilà. C'est-à-dire que finalement, la méthode OnePoint, c'est d'impliquer chacun à trouver le sens dont il a besoin pour pouvoir arriver à un résultat qui est finalement un monde du travail inclusif, un monde du travail responsable. Et moi, comme je vous l'ai dit, le terme inclusif me fait un peu frissonner parce que finalement, j'ai l'impression qu'on me prend avec ma différence et on veut absolument me mettre dans une boîte. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut en fait dans le monde de l'entreprise. Chez OnePoint, on veut de la pluralité, on veut de la mixité, on veut des personnes qui viennent avec leurs différences, comme a dit Lubna, vraiment avec des personnes atypiques. Et on essaye en fait de créer une espèce de fresque de couleurs totalement différentes. Et l'exemple que je vous avais donné quand on a échangé, qu'on a préparé, je vous ai dit, moi j'ai l'impression que chez OnePoint, il y a plein de fruits, de légumes, et on met ça dans un shaker et on essaye en fonction de l'objectif qu'on veut de faire des smoothies totalement différents. Et vraiment c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment d'un monde où on ne veut pas nous changer, où on ne veut pas nous transformer, on ne veut pas nous mettre dans une case, mais un monde où on nous inclut avec nos différences, notre histoire, et on monte en compétences pour devenir quelqu'un qui apporte d'utile à la société, mais aussi à l'entreprise. Et comme l'a dit Lubna, je suis totalement d'accord avec elle, on ne fait pas de la philanthropie, on fait vraiment du business. Et au-delà même du business, aujourd'hui, on est dans un monde en transformation et on est tous en recherche de sens, tous. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'OnePoint attire les gens, c'est parce que tout simplement, c'est une entreprise qui donne du sens et qui aide les gens de manière particulière à trouver leur sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas poussé par qui que ce soit pour nous dire écoutez, vous êtes handicapé, vous allez faire travailler sur le handicap. Mais pas du tout. Moi, je l'ai choisi parce que c'est un engagement, parce que 85% des handicaps arrivent en cours de route et le mien est arrivé en cours de route. Et je l'ai tellement pris en fait dans la figure que du coup, je me suis dit ah oui, en fait, 85% des handicaps arrivent en cours de route, 80% des handicaps sont invisibles. On est 12 millions de personnes souffrant de handicap et aujourd'hui, personne ne parle pour nous. Personne ne fait quoi que ce soit pour nous. Et du coup, en fait, c'est là que j'ai commencé en 2008 à chercher, à comprendre en fait ce monde finalement que quand on est valide, on ne connaît pas. Et du coup, quand je l'ai découvert et je me suis rapprochée de la Fédération des jeunes en situation de handicap, Tremplin, Mosaïque RH et d'autres associations, et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a tout ce monde qui est caché, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas dans le monde de l'entreprise, mais aussi à l'éducation nationale, dans les écoles, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire connaître ce monde qui finalement, on l'exclut dès le début ? Parce que finalement, je me suis rendu compte que moi-même, en tant que nouvelle personne situation de handicap, certaines écoles m'ont fermé la porte. Certaines entreprises avaient du mal à me faire signer des CDI parce qu'en CDD, ça passe, mais en CDI, on ne sait pas. Du coup, en fait, c'est tous ces sujets-là qui ont fait que j'ai directement rejoint Lubna, qui est quelqu'un de très engagé, qui m'a donné beaucoup de courage et qui m'a énormément inspirée, mais aussi Virginie Delalande et Tadja, qui m'ont donné, en fait, ces femmes m'ont donné vraiment juste cette possibilité de me rendre compte que ce nouveau monde que j'ai rejoint m'a donné énormément de résilience et aussi, on va dire, une empathie qui me permet aujourd'hui de construire des ateliers chez OnePoint, de construire des ateliers de coaching aussi, de construire vraiment des outils qui finalement vont servir une démarche. Et chez OnePoint, on aime beaucoup dire qu'on est des architectes de la transformation. Alors, oui. Voilà, et donc finalement, dans cette transformation aujourd'hui sociétale, OnePoint est capable d'accompagner les entreprises de bout en bout et sur toutes les thématiques via des collaborateurs qui sont engagés eux-mêmes et qui portent ce sujet qui leur tient réellement à cœur. Donc quand vous travaillez avec un client, totalement, vous utilisez la même méthode, c'est-à-dire que vous allez chercher un collaborateur qui est susceptible de s'engager sur ce terrain et vous lui proposez un dispositif d'accompagnement spécifique. C'est ça le principe ? On va faire mieux. C'est-à-dire quoi ?
on va faire mieux parce qu'on va dans l'entreprise, on fait un diagnostic, on parle aux collaborateurs et on fait en sorte que ce soit eux qui viennent d'eux-mêmes, qui se reconnaissent dans le système qu'on est en train de poser, dans ces mots qu'on est en train d'utiliser, pour qu'ils finalement s'engagent d'eux-mêmes. Quand ça vient de la personne, en fait, on n'a plus besoin de convaincre, ils sont déjà convaincus. Et c'est eux qui vont nous donner les wordings de la culture de cette entreprise et les besoins de cette entreprise pour pouvoir vraiment accompagner les collaborateurs dans leurs besoins au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a vraiment beaucoup de propositions. Mais aujourd'hui, est-ce que ces propositions-là répondent à mes besoins, moi, en tant que personne en situation de handicap? Je ne suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Donc, si je résume, vous commencez par une sorte d'audit de la situation. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'audit, l'audit, moi je parle plus de sensibilisation générale, on a essayé de toucher à grande échelle les personnes, on fait à la fin un espèce de rejoignez-nous pour un café, on essaye de faire un espèce de moment d'échange à cercle plus fermé. Et finalement, ces personnes-là, grâce à cette sensibilisation, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce que je fais? C'est des sensibilisations de simulation de handicap ou de difficultés au quotidien. Donc les personnes viennent, simulent ces difficultés, se rendent compte finalement que le handicap, ce n'est pas que le téléthon, ce n'est pas que du fauteuil, c'est pas que le fauteuil, il y a d'autres situations beaucoup plus invisibles, mais qui sont finalement beaucoup aussi problématiques. Et du coup, en fait, grâce à ce jeu, parce qu'en fait, c'est des ateliers qui sont très ludiques, grâce à ces jeux, grâce à ces moments de partage, les personnes viennent nous voir de manière systématique. Ah oui. Mais vraiment, de manière systématique, on a des personnes qui viennent, et Lubna peut vous le dire, en 2 ans chez OnePoint, on en a vu passer des personnes qui sont venues, tout simplement pour dire « Ah oui, mais j'avais pas du tout compris que un mal d'auto peut provoquer telle ou telle difficulté. J'avais pas du tout imaginé qu'être malentendant pouvait aussi créer cette espèce de coupure sociale. J'avais pas du tout aussi imaginé que... Asperger, par exemple, pouvait se définir de cette façon, et il y avait ces caractéristiques-là. Et du coup, en fait, soit elles viennent pour me dire, écoute, je souffre de ce syndrome, comment je fais, qu'est-ce qu'il y a à faire, ou sinon elles viennent en me disant, écoute, moi j'ai ce problème dans ma famille, je connais, j'ai été sensibilisée, et aujourd'hui j'aimerais m'exprimer, et j'aimerais vraiment vous aider. Voilà. En fait, on a deux scénarios, voire de temps en temps, j'ai aussi des collaborateurs qui sont aussi en situation de handicap et qui l'ont dit à l'entreprise, mais qui ne le disaient pas à leurs collaborateurs, et qui disent, en fait, aujourd'hui, je veux le dire aux collaborateurs mes collègues, et je veux réellement m'engager dans ce sujet. Donc, si j'ai bien compris, l'exposition systématique de la différence, de la diversité, implique immédiatement une dynamique nouvelle qui va produire par un effet virtueux la création de candidatures quasiment spontanées, d'après ce que vous dites, pour pouvoir utiliser des méthodes de sensibilisation qui correspondent aux besoins spécifiques de l'entreprise. C'est ça? En fait, c'est ça en partie, mais une partie aussi qui est importante, c'est l'engagement de l'entreprise, l'engagement des managers. Voilà. C'est-à-dire que nous, notre facilité, c'est qu'on a une chance inouïe d'avoir David Layani, Mathieu Fouquet et Lubna qui portent le sujet de manière assez... et qui s'expriment sur le sujet de manière assez constante. Il faut savoir aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le terme handicap. On en a tellement peur. On en a tellement peur parce qu'en fait, finalement, ce terme vient... C'est un anglicisme. On est énormément dans l'anglais aujourd'hui, visiblement. Et il vient de... la main dans le chapeau. Et à l'époque... Après la Seconde Guerre mondiale, quand ce terme est apparu, les gens étaient extropiés après la guerre. Il y avait vraiment des choses finalement qui manquaient à leur corps et ça donnait sens. Mais aujourd'hui, 80% des handicaps sont invisibles. Donc les gens, la seule chose qu'ils gardent du handicap, c'est que finalement c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de triste. C'est des gens finalement qui sont assistés. En fait, c'est un thème auquel on ne veut pas être rattaché. Et en fait, ces ateliers, qu'est-ce que ça fait? C'est juste que ça casse cette image-là. Et plus on en parle, et plus des personnes telles que Virginie Delalande et Madame Elisabeth Moreno, enfin toutes les personnes finalement qui sont engagées dans cette thématique, plus elles parlent de ce sujet, ou Madame Sophie Cluzel qui était là ce matin, plus finalement on va se rendre compte qu'aujourd'hui ce thème ne veut rien dire, ce handicap ne veut plus rien dire et il faut arrêter de penser c'est triste ou je ne veux pas être attachée. Non, en fait c'est juste un mot qui malheureusement aujourd'hui on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser, mais finalement ça peut aller de la petite thyroïde à laquelle on a mal, au diabète, enfin c'est tellement large et finalement c'est une cause comme les autres et donc il faut vraiment la défendre.
et ne pas en avoir peur. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la sensibilisation pour pouvoir vraiment démystifier le terme handicap, l'engagement managérial. Ça, c'est vraiment 2 choses dont on a besoin pour pouvoir parler de sujets tels que le handicap en entreprise et vraiment faire preuve de pluralité. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Merci infiniment. Alors justement, vous me donnez une transition quasiment naturelle pour interroger Nadja. Nadja Al-Migdad, vous êtes fondatrice de Coachinov. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que fait Coachinov ? Alors, Coachinov, en fait, c'est un collectif qui va aller accompagner les managers dans leur parcours professionnel pour justement maximiser leurs compétences et leurs performances et puis libérer leurs talents pour qu'ils soient les leaders de demain. On les accompagne vraiment vers plus de leadership. Aujourd'hui, en fait, le manager est en train d'évoluer vers plus un profil de management leader. Et donc, le leader, en fait, il doit être inspirant, il doit être innovant, il doit être créatif, il doit être agile et il doit être inclusif, évidemment. Ça fait partie de son rôle. Il doit être comme ça, il doit l'incarner. Et donc, Coachinov, en fait, on va accompagner, nous, sur le parcours professionnel des managers. Et en fait, on va les accompagner tant sur le pilotage de leur projet, donc pilotage stratégique, que sur l'accompagnement des individus qu'ils vont manager. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on va faire des missions de conseil. On va faire aussi des missions de formation et de sensibilisation et de coaching, évidemment. Donc, le nom de Coach Innov. On travaille beaucoup sur de l'innovation et donc on va avoir des outils en fait qui vont être un peu différenciants. On va travailler soit avec des cartes qu'on va produire nous-mêmes, comme ce jeu-là en fait qui va porter sur les valeurs. Et puis on va avoir aussi par exemple des robots qu'on va utiliser, des objets connectés pour justement un peu sortir du cadre et apporter ce côté un peu ludique qui va permettre un peu de créer cette émotion. Voilà, l'émotion permet d'ancrer l'information, donc on crée de l'émotion avec les outils ludiques. Quand je vous écoute toutes les trois, vous avez toute cette préoccupation du pas de côté, de sortir des cadres, comme vous venez de le dire. Alors, Nadja, j'ai envie de vous poser une question assez directe, la même que j'ai posée à la ministre ce matin. C'est quoi l'inclusion pour vous ? Alors, parce qu'on... c'est un vrai sujet. Chacun y met ce qu'il veut. Chacun va y mettre... voilà. La ministre a très très bien répondu, je ne sais pas si vous avez entendu, oui. mais parce qu'on a parlé de sémantique, Nawal nous a expliqué qu'il y avait des mots qui faisaient peur. On est encore et toujours avec ces problématiques de perception de la différence qui perdurent. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le secteur du handicap. Ça fait 15 ans que j'entends les mêmes témoignages sur le changement de regard, la nécessité de changer de regard, les perceptions, les stéréotypes, les représentations qui n'en finissent pas, etc. Alors, comment vous abordez ça, puisqu'on est dans le sujet de la sensibilisation ? Tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot-là, inclusion, qui parfois un peu gêne, lorsque vous naissez, entre guillemets, dans les différences, pour vous, c'est quelque chose de naturel. Vous prenez un enfant d'une personne qui est en situation de handicap, quand elle a connu le parent comme ça toute sa vie, pour elle, c'est quelque chose de normal. Son parent est normal. Donc, c'est une histoire de référentiel, finalement. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, une personne qui parle, si elle se retrouve dans un environnement de malentendants, en fait, c'est elle qui va se retrouver exclue, finalement. Exact. Donc, le sujet, il est là. Moi, l'inclusion, en fait, j'aime bien présenter cette carte-là, justement, des cartes valeurs qu'on présente. Voilà. Très bien, là, parfait. Voilà. Donc, en fait... Alors, je vais le lire pour que les auditeurs puissent... les téléspectateurs puissent en profiter. Les gens ont quelque chose en commun, 2 points, ils sont tous différents. C'est Robert Zent. Voilà, exactement. En fait, l'idée, c'est que, pour moi, l'inclusion, c'est comme une palette de couleurs. Plus vous en avez, et plus c'est beau. Et plus c'est magique. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui, je vais retirer, je sais pas, le rose. C'est inenvisageable.
ça fait partie, en fait, de la nature. Donc, c'est exactement ça. Pour moi, il ne devrait même pas exister, en fait, ce sujet d'inclusion. Malheureusement, il existe parce que, justement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à la thématique, soit parce qu'elles considèrent qu'elles ne font pas partie, en fait, de ce monde-là, parce que, voilà, c'est quelque chose d'externe, soit parce qu'elles en ont peur. Et donc, nous, l'idée, justement, chez Coachinov, c'est qu'on va sensibiliser les gens en disant, attention, peut-être que ce n'est pas votre sujet aujourd'hui, mais en tant que manager, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une personne qui va être, peut-être que vous n'allez pas la recruter, mais qui va se retrouver en situation de handicap par la suite, mais ça peut être vos partenaires, ça peut être vos fournisseurs, ça peut être vos clients. Donc, concrètement, comment on fait pour inclure tout le monde? C'est ça. C'est pas uniquement les personnes en situation de handicap. Les discriminations aujourd'hui, elles sont vraiment dans tous les domaines. Ça peut être l'origine, ça peut être une différence entre les hommes et les femmes, le genre, le physique, l'orientation sexuelle, exactement. L'âge aussi, dans les deux sens, que ce soit les personnes jeunes ou les personnes âgées. Donc, il y a évidemment des discriminations qui sont complètement larges. Et l'inclusion, c'est de dire comment on fait pour travailler avec toutes ces personnes-là et vraiment tirer le meilleur de chacun pour faire en sorte à ce que l'entreprise soit plus performante. Et elle le sera. Voilà. Parce que justement, le fait de croiser tous les regards, des différentes cultures, des différentes façons de voir les choses, ça va permettre à l'entreprise d'aller vers plus de performance. Et ça a été prouvé. Il y a eu justement une étude qui a prouvé on l'a évoqué tout à l'heure, mais poursuivez. Alors... non, excusez-moi. Dans la table ronde précédente, on a eu la démonstration de la performance économique. Bien sûr. Par la performance sociale, c'était remarquable. Et donc, l'étude que vous... En fait, voilà, il y a une étude qui prouve que les entreprises qui sont inclusives vont avoir un chiffre d'affaires qui sera supérieur de 30% individuellement. Donc, concrètement, plus vous allez créer justement cet environnement inclusif et multiculturel, pluriel, divers, enfin vraiment, on peut employer plusieurs mots, et plus l'entreprise va être performante. Pourquoi ? Parce que le fait de croiser ces différents regards, ça va permettre en fait de trouver des solutions plus innovantes, plus créatives, notamment pour les problèmes complexes. Oui. Et Dieu sait qu'on en a aujourd'hui, notamment avec la crise qu'on rencontre. Oui. Vous avez des indicateurs qui montrent que la crise a aggravé la situation ? En fait, c'est des études qui ont été menées. C'est pas moi qui ai fait ces études-là. Vous voyez aujourd'hui, la situation est complètement difficile dans tous les secteurs d'activité, à moins de fabriquer les masques ou du gel hydroalcoolique. Oui, nos amis de l'APF... ont été tout à fait innovants et performants. C'est ça, exactement. Et je suis sûre que l'idée de créer, par exemple, ce masque-là transparent vient probablement d'une personne qui est sensible, justement, à la problématique des malentendants. Bien entendu. Donc, vous voyez qu'il y a cette optique-là, cette possibilité d'innovation, exactement, et de différenciation. Ce qui est intéressant avec le sujet du handicap, c'est que ce qu'on met en place, en réalité, et c'est souvent le cas quand on aborde les sujets autour de l'inclusion, c'est que ça crée du plus pour tout le monde. Nawel l'explique très bien, par exemple, sur l'histoire de la télécommande. Au point de départ, c'était pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, une personne valide, elle ne vit plus sans télécommande. C'est pas possible. C'est même devenu... On est tous accros au zapping, quoi. On zappe. Donc, quand on crée du plus... on a le sentiment de créer du plus que pour une partie de la population, en fait, on crée du plus pour tout le monde. C'est pareil sur les questions d'égalité hommes-femmes. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les mêmes études que pour les personnes en situation de handicap. Si vous n'avez pas des équipes plurielles, parce que nous, on aime parler plutôt de pluralité. Et c'était un vrai débat, c'est-à-dire que même le nom de la mission égalité-pluralité, c'est quelque chose qu'on a réfléchi collectivement. Les collègues ne voulaient pas parler de mixité ou de diversité, ils voulaient vraiment parler de pluralité. Parce que pour eux, sans égalité, il n'y a pas de pluralité, sans pluralité, il n'y a pas d'égalité. Ces deux mots sont comme une espèce de miroir qui vont l'un avec l'autre. Et donc, à un moment, si vous voulez créer cet environnement créatif, innovant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes, en tout cas pour OnePoint, on fait l'intelligence collective. Donc, à un moment, si on n'est pas capable d'entendre ce que l'autre a à dire, vous n'allez pas être bon pour votre client aussi. Donc, ça ouvre les chakras, ça permet de casser l'entre-soi.
Parce qu'on a aussi besoin d'aller chercher des profils un peu singuliers qui créent de la plus-value pour l'entreprise, qui créent un plus. Nous, on a une collègue qui est une ancienne, qui a rejoint la mission Égalité-Pluralité, qui était psychologue, pardon. Et aujourd'hui, elle s'était jamais dit que cet aspect psy aurait un impact positif dans son activité professionnelle, puisqu'elle est consultante. Et au contraire, elle accompagne, comme Nawel, elle est sur l'accompagnement, sur la transformation. Et donc, cet aspect un peu psy qu'elle a, ça crée un plus pour tout le monde, y compris même pour nous dans le cadre de la mission Égalité-Pluralité, parce qu'il y a des choses qu'elle voit, par exemple sur la question des biais cognitifs, on l'a beaucoup abordé avec elle, c'est elle qui nous a sensibilisés au sujet, et c'est même elle qui a proposé une initiative un peu innovante pour impliquer les collaborateurs et les mettre en situation de discrimination. Merci. Je voulais revenir vers vous, Tadja, pardon. Est-ce que vous voyez des tendances se profiler justement sur ces questions de sensibilisation, parce que j'imagine que Coach Innov travaille avec des entreprises de tailles différentes, avec des missions différentes, avec des objets d'entreprise différents. Est-ce que vous voyez des tendances se profiler sur l'acceptation à la différence, la nécessité de déployer des politiques inclusives? Est-ce que ces tendances existent et est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'elles ont de plus en plus de mal à recruter, notamment les jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes veulent... je ne dis pas que les plus âgés ne le veulent pas, hein, mais c'est juste que c'est plus prononcé que ce que ça a pu être, par exemple, moi, à mon époque, quand on a commencé à travailler. Mais ces nouvelles générations veulent d'emblée que l'entreprise soit engagée, qu'elle soit responsable et qu'elle soit inclusive. Donc, de fait, ça fait partie vraiment des éléments... les plus importants lorsqu'ils choisissent en fait dans quelle entreprise ils vont s'engager. Moi, alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai travaillé chez OnePoint justement pendant un peu plus d'1 an, et donc c'est vrai que j'ai été très marquée par l'engagement de tout le monde, hein, mais aussi des nouvelles générations par rapport aux thématiques du handicap, LGBT, etc. Donc tous les travaux que mène Lubna et puis accompagné de Nawel sur la partie handicap. C'est vrai que c'était très surprenant de voir notamment des personnes qui n'étaient pas du tout concernées entre guillemets par la thématique ou par le sujet, mais qui voulaient vraiment avoir un impact et donner du sens à leur monde professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on faisait en fait une distinction entre la vie privée et la vie professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette distinction. Déjà, on le voit aujourd'hui avec le télétravail, donc on est obligé de travailler de chez soi, et donc tout se mélange. Et c'est vrai que ces nouvelles générations sont plus en demande de ça. C'est ça. C'est la demande de sens due à la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui fait que l'éthique revient un peu au centre des sujets. C'est exactement ça. Très bien. Et donc, on accompagne justement notamment les managers dans ce sens et de dire, attention, c'est une thématique qui est très importante sur laquelle il faut travailler, il faut prendre conscience des biais cognitifs qu'on peut avoir et passer à l'action par la suite. Après, pour rebondir sur la partie usage dont Lubna parlait tout à l'heure, c'est vraiment un sujet d'accessibilité universelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous demandeurs de ces besoins qui sont certes, qui sont nés d'une particularité, d'une partie très minime des personnes en situation de handicap et qui finalement nous permettent à tous de gagner en temps, en performance, en énergie et finalement aujourd'hui, et je me rends compte surtout chez OnePoint, on est aussi beaucoup dans la recherche de comment la technologie peut pallier, mais vraiment pallier à certains handicaps. On part par exemple, le projet Théo sur lequel on est en train de travailler avec Paris-Saclay. On est vraiment en train de chercher un moyen pour les personnes qui sont polyhandicap, qui portent un polyhandicap malentendant sourd et muet, de comment est-ce qu'ils pourraient communiquer avec les personnes qui sont valides et qui ne maîtrisent pas le langage des signes. Je parlais hier avec un ami qui a une sœur qui porte le syndrome de Rett, et en fait, elle est totalement elle est totalement assistée. Et aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est comment communiquer avec ces personnes qui portent ce syndrome qui, finalement, a une sorte d'autisme très poussé, pouvoir communiquer avec eux, parce que, finalement, il me dit, et je cite, elle communique avec nous avec le regard. Et il me dit, franchement, je sais pas comment faire, parce que je sens que, en fait, elle est faible, comme si, en fait, en gros, il ne sentait pas que c'était quelqu'un de fort. Et moi, je trouve que cette jeune fille, elle
elle a une force inouïe. Elle utilise une telle capacité de résilience au point où elle arrive à communiquer avec les gens juste avec le regard. Et aujourd'hui, j'estime que c'est là-dessus qu'il y a une réflexion à porter. C'est comment est-ce que la technologie, grâce à toute cette partie de sensibilisation, on casse un peu tous les tabous sur le handicap, comment est-ce qu'on utilise cette phase de sensibilisation pour créer des outils technologiques qui permettent à tout le monde de pouvoir travailler et de pouvoir avoir une vie normale. Super. Eh ben, c'est sur ce très bel exemple que nous allons nous quitter. Je vous remercie toutes les trois. Nous avons, je crois, rempli notre promesse de pas de côté, c'est sûr. Voilà, super sensibilisation. Et je retiens cet optimisme pour les DRH et les patrons qui nous regardent ce matin. Voilà, recruter des jeunes talents, donner du sens à et de l'engagement à votre entreprise, et les jeunes viendront à vous. Exactement. Laissez-les s'engager aussi. Et laissez-les s'engager. Merci mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci. Et je donne rendez-vous dans quelques minutes à nos auditeurs et notre auditoire pour la dernière table ronde de ces Inclusive Talks de la matinée. Merci à tous.